Il y a une forme de protestation populaire assez vive, assez marquée, disant la chose suivante: il nous faut, d'une manière ou de l'autre, réhabiliter, je dirais, restaurer la notion de mal en la détachant de celle de maladie. Devrait être possible de restaurer un certain sens de la responsabilité de l'homme dans le bien comme dans le mal. Et nous devons éviter cette espèce de psychiatrisation exagérée de la rationalité humaine, parce qu'à terme, elle nous conduit à déresponsabiliser de toutes les manières possibles l'homme de ses actes. Il y avait cette idée que la justice venait de se détacher exagérément du sens commun. Par sens commun, je n'entends pas ici le gros bon sens ordinaire, mais plutôt cette espèce d'intelligibilité commune des problèmes partagés dans une société, qui fait en sorte qu'il peut y avoir une confiance raisonnablement investie dans les institutions. S'il n'y a plus aucune correspondance entre la logique de la justice et les attentes de justice inscrites généralement dans la population, apparaît le sentiment d'une illégitimité du système de justice. Alors, la formule accommodement raisonnable, vous l'avez entendue à plusieurs reprises. À l'origine, elle est en lien avec les demandes d'un individu qui dit: cette institution devant laquelle je me présente, cette institution ne s'est pas adaptée de telle manière à ce que moi, qui suis dans une situation singulière, marginale, un peu différente, qui n'est pas celle du commun des mortels, je puisse y participer pleinement. À l'origine, c'est à propos du droit des handicapés, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'entreprise X, par exemple, pour tenir compte de l'employé Y, comment elle peut transformer les lieux de travail pour tenir compte de ses besoins particuliers. Donc, un accommodement raisonnable à l'endroit d'un individu qui n'est pas capable de participer à une institution. Comment peut-on transformer l'institution pour faciliter la vie des uns et des autres? Le Canada, vous le savez, au cœur de la Constitution de 1982, on trouve la loi sur le multiculturalisme. La loi sur le multiculturalisme affirme la chose suivante, et on pourrait dire que c'est conforme à l'idéologie dont elle se réclame. La vocation traditionnelle, on pourrait dire, de l'immigrant qui arrive dans une société est de prendre le pli culturel et identitaire de cette société, et de là, il pourra participer à la vie commune et aux institutions communes. On pourrait dire que l'idéologie des accommodements raisonnables, ou le principe du multiculturalisme, renverse cette obligation. Désormais, il s'agit pour la société d'accueil de transformer ses institutions, et même jusqu'à sa culture, pour tenir compte des exigences de la diversité, de la demande des gens qui disent: nous arrivons dans votre société, mais sachez que vos normes que vous croyez neutres, en fait, sont culturellement biaisées. Nous vous invitons conséquemment, pour nous permettre à nous, sans renier notre identité particulière, de participer à vos normes. Pouvez-vous modifier vos normes? Faites pour nous un accommodement raisonnable. On pourrait dire que le multiculturalisme au Canada est un principe qui commande l'État, très certainement. Au Québec, c'est beaucoup plus compliqué. Je marque la distinction ici parce que le Québec, vous le savez, peu importe ce qu'on pense de son avenir politique, se vit culturellement comme une société distincte dans le Canada. 2006 arrive ce qu'on a appelé le débat sur le kirpan. Le kirpan, c'est le couteau de cérémonie sikh. Est-ce que le jeune sikh peut se présenter à l'école avec son couteau de cérémonie avec lui? Donc la commission scolaire dit, après quelques hésitations au début, non. Fondamentalement, un tel poignard de cérémonie n'est pas le bienvenu à l'intérieur de l'institution. Il est demandé aux jeunes donc de laisser de côté son symbole religieux. De l'autre côté, la famille du jeune sikh, soutenue par ailleurs par différentes associations, va engager un combat devant les tribunaux qui va aller jusqu'en 2006, donc dans la Cour suprême du Canada, qui est le tribunal suprême du pays. Et le jugement de la Cour suprême sera le suivant: le jeune sikh a le droit de porter son poignard de cérémonie à l'école parce que c'est un accommodement raisonnable accordé à quelqu'un pour qu'il puisse exprimer ses croyances dans l'espace public, d'autant que ces croyances sont fondamentales pour lui. Et par ailleurs, si la société d'accueil empêchait cette jeune personne de porter, au nom, par exemple, de la laïcité, ou encore au nom de la neutralité religieuse, s'il empêchait cette jeune personne de porter son poignard de cérémonie à l'école, ce serait une forme de discrimination culturelle et identitaire à son endroit. Les tribunaux utilisaient dans les circonstances une forme de sociologie victimaire. La société n'apparaît plus comme un monde commun. La société apparaît plutôt comme étant fondamentalement structurée par des rapports majoritaires-minoritaires,
Le majoritaire étant plus souvent qu'autrement dans un rapport, pour ne pas dire à peu près tout le temps, dans un rapport de domination, et le minoritaire étant nécessairement dans un rapport de dominé. Conséquemment, c'est la responsabilité des institutions d'empêcher la majorité d'utiliser sa pesanteur démographique et institutionnelle pour contraindre le minoritaire à l'assimilation culturelle. Devant une société portée à la crispation identitaire, devant une société portée au refus de l'autre, utiliser tous les guillemets qu'il faut autour de ces termes-là, c'est la responsabilité des tribunaux de faire une forme de pédagogie active de l'ouverture culturelle pour forcer une société portée à l'homogénéité à s'ouvrir et pour soutenir les revendications minoritaires qui, si elles s'exprimaient politiquement, seraient condamnées à s'échouer, mais prenant le détour des tribunaux, peuvent enfin être reconnus. Les juges, je ne dis pas que c'est vrai, je dis que c'est à tout le moins comme ça qu'on pouvait le dire quand on l'analysait, quand on lisait les journaux. Les juges, à partir de la Charte des droits, qui est au cœur de la Constitution canadienne de 1982, ont développé une forme d'agenda militant. C'est-à-dire que le droit est utilisé ici pour imposer un nouveau mode de gestion entre les communautés qui va au-delà, par ailleurs, des décisions exprimées dans le cadre démocratique par les parlements et ainsi de suite, lorsque vient le temps de penser l'intégration. Et à ce moment, la formule existait déjà dans le débat politique québécois et canadien, mais à partir de 2006, on peut dire que la dénonciation du gouvernement des juges, entre guillemets, apparaît de plus en plus fréquente. Ce qui est intéressant avec tout ce débat sur la judiciarisation du politique, avec ce débat sur le gouvernement des juges, finalement, c'est le rapport au peuple qu'il nous renvoie. On considère qu'un nombre croissant d'enjeux sociaux, culturels, identitaires sont si complexes dans une société plurielle qu'ils ne peuvent plus être renvoyés aux instances traditionnelles de la souveraineté, donc soit le référendum dans un cas, qui est assez rare au Canada, cela dit, ou le Parlement, parce que le Parlement serait le lieu de la reconduction de la tyrannie de la majorité. Et puisqu'on présuppose fondamentalement que le peuple laissé à lui-même sera tenté d'exercer cette tyrannie de la majorité, on invite explicitement les tribunaux, les juges, à se présenter comme les gardiens d'une conception supérieure de la démocratie, d'une conception plus élevée de la démocratie, qui consiste finalement à ne plus reconnaître la fiction d'un peuple, je ne dirais pas homogène, mais capable de prendre des décisions communes, que derrière l'apparente neutralité axiologique de la rationalité juridique s'affrontent tout simplement des philosophies politiques de manière de plus en plus décomplexée. Le storytelling, c'est quelqu'un qui s'appelle Christian Salmon, que vous connaissez peut-être, qui a popularisé ça en France avec un livre qui nous présentait donc le fait de raconter des histoires, conformément à l'expression « on se raconte des histoires » ou « on nous raconte des histoires », dans le sens de « on nous berne, on nous manipule ». Ça s'appliquait à la publicité. On nous raconte des histoires de bonheur au lieu de nous vanter le produit, ça s'appliquait au management. On nous raconte une histoire d'entreprise dans laquelle on doit rentrer comme une sorte d'aventure commune. De la propagande politique, au lieu de nous présenter des programmes, on nous raconte différentes histoires. D'habitude, on oppose à cette vision très très négative du storytelling des travaux de quelqu'un que vous connaissez peut-être, Paul Ricoeur, qui nous avait expliqué depuis longtemps dans un ouvrage qui s'appelait Temps et récit, qu'on n'échappe pas au fait de se raconter des histoires. C'est en se racontant des histoires qu'on peut s'orienter dans l'existence. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un récit? Qu'est-ce que c'est qu'une histoire? C'est quelque chose qui essaye de donner sens, qui essaye d'intégrer, je vois dans les intrigues que nous inventons, le moyen privilégié par lequel nous intégrons l'hétérogénéité des choses qui se passent autour de nous, des conséquences de nos actions ou de leurs causes, ou le moyen privilégié par lequel nous reconfigurons notre expérience temporelle qui, en elle-même, sans histoire, serait confuse, informe, à la limite muette. Dans le cas de la justice, de votre travail, j'imagine, de magistrat, on comprend bien que la culpabilité, c'est reconnaître un certain rôle joué dans le développement d'une certaine action et raconter cette histoire, la raconter de façon à ce qu'elle soit plus ou moins crédible. Les archétypes, ils se déroulent aussi à l'intérieur d'enchaînements narratifs et non seulement à travers des identifications ou des catégorisations. Alors là, on va parler de mythes, on va parler d'idéologie. Quelqu'un comme Lyotard parlait de grands récits ou de méta-récits pour dire nos petites histoires, qui tue qui met une bombe où, au nom de quoi on met une bombe ici, où on tue telle ou telle personne, ça s'inscrit dans des récits un petit peu plus grands,
d'où l'idée d'un méta-récit, un récit, une couche supérieure, si on veut, un niveau hiérarchique supérieur, qui justifie ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire? Une histoire, c'est une transformation d'état. On peut dire que c'est soit acquérir quelque chose, la gloire, la fortune, etc., ou perdre quelque chose. Que c'est un sujet qui acquiert ou qui perd un objet et qu'il a des gens qui l'aident, on va dire que c'est des adjuvants, et des gens qui s'opposent à lui, on va dire que c'est des obstacles ou des opposants. Il y a quelqu'un qui les envoie vers leur quête ou qui soutient leur effort, et que l'opposant lui-même est envoyé par quelqu'un qu'ils appelaient un antidestinateur, et que par-dessus la couche des événements, vous avez, dans toute histoire, une opposition de valeurs, ou une opposition de méta-récit, ou une opposition d'anthropologie. Et donc, forcément, la question, c'est, dans ces méta-récits-là, pour construire son petit récit qui va dire qu'on est coupable, qu'on n'est pas coupable, si on est coupable, on est condamné ou à ceci ou à cela, et l'avocat et le procureur, j'imagine, et le juge doivent se situer. Est-ce qu'on postule qu'on peut tous se mettre d'accord sur un méta-récit commun, donc on est un peuple, on a une certaine homogénéité, ou est-ce qu'on se dit que, étant donné les brassages de population, on est condamné, que ça nous plaise ou non, on est condamné à vivre en coexistence avec une multitude d'anthropologies concurrentes, avec une multitude de méta-récits qui souvent peuvent s'aligner, qui parfois vont se confronter, et donc qu'on n'a pas de règles universelles de jugement. Les textes, en particulier les textes de loi, ne parlent jamais d'eux-mêmes, que ce sont toujours des hommes qui font parler les textes, et en gros, et c'est là où il est très radical, qu'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe quel texte. Et ce qu'essaye de montrer Stanley Fish, c'est qu'on ne peut jamais être purement littéraliste, que c'est absolument intenable, qu'on ne peut pas non plus dire que tout veut dire n'importe quoi parce qu'il n'y a plus de loi et tout s'écroule, donc on est toujours en train de renégocier ce que c'est qu'une interprétation acceptable, justement, les accommodations raisonnables, c'est quelle interprétation est acceptable, et que ça change avec le temps, que chaque petit geste qui a l'air d'être un geste d'injustice absolue est souvent vécu par celui qui commet cette injustice comme une réponse à une injustice antérieure. Et donc, le jugement, un moment crucial du jugement, ça veut dire jusqu'où on remonte, où on arrête. Et tout ceci, c'est ce qui me semble plus intéressant d'appeler scénarisation que storytelling, même si ça recoupe un petit peu la même chose. Donc, scénariser, c'est conduire des conduites en racontant des histoires. Scénariser, c'est captiver l'attention, captiver les croyances, captiver les désirs à travers des dispositifs narratifs. Ingold nous dit raconter, c'est pas seulement représenter ce qui s'est passé, en présentant à nouveau ce qui s'est passé, vous tracez un chemin que d'autres puissent suivre. Et là, c'est très évident dans le cas de common law, ou de la jurisprudence, où en émettant un jugement, oui, je raconte une histoire, et en racontant cette histoire, je trace un chemin que les successeurs prendront, et que ce cheminement itinérant, en anglais c'est le mot wayfaring, est le mode fondamental par lequel les êtres vivants habitent la Terre. Alors que nous devons tous raconter des histoires, il y a certaines positions sociales, les magistrats, mais aussi les journalistes, mais aussi dans une certaine mesure les enseignants, les scénaristes, les artistes, etc., qui sont en position de ce que j'appelle dans mon livre méta-scénarisation, à savoir qu'on est en position de contrôler la manière dont les autres racontent des histoires.